Joseph Fama. C'est l'époque de la grande carrière de Marbre Cipollin-Saillon. Je vous expliquerai comment cette affaire s'est mise en place, mais c'est bien pour vous montrer l'homme par qui cette grande exploitation a démarré. Ensuite, on a immédiatement se mettre en place des choses dont même en 2018 sont souvent extrêmement difficiles à définir entre les intérêts ou l'amitié. Hein? C'est assez spécial, mais à un moment donné, qui est Adolphe Fama? Pardon, Joseph Fama. Joseph Fama, ça commence bien. Hein? Joseph Fama est un prêtre défroqué qui est arrivé de Dalmatie à Saxon et qui s'est lancé dans les mines. Et il a commencé par les mines du Mont-Chemin, où, comme beaucoup d'autres, il s'est planté, il a fait faillite, et puis il avait pratiquement plus d'argent. Alors, il se pose la question, pour Fama, d'acheter les bêtes saxons. Bon, ça c'est une gravure, probablement qui a enjolivé les bêtes saxons, mais où on reconnaît ici le premier autel, ici le cercle des joueurs, hein, il y avait un casino, c'était un montage légal assez spécial, puisque c'était un casino où les gens de Saxon et de Suisse et du Valais ne pouvaient pas jouer. Hein. Ils ne pouvaient pas jouer. Théoriquement, hein, on n'est pas sûr que ça c'était toujours respecté, mais toujours est-il qu'on avait cette image. Alors, Fama rend contact avec le capitaine de Cépibus, qui exploite les bêtes saxons. Alors, Fama veut acheter ses bains, et il a un ami qui s'appelle cette fois, je vais dire juste, Adolphe Ossan. Qui est Adolphe Ossan? C'est le descendant d'une famille, une importante famille du nord de la France, en Normandie, qui s'est installée en Allemagne et qui lui a atterri en Valais pour exploiter toutes sortes de mines. Et lui, il a fait des affaires à certains endroits. Manifestement, il a de l'argent. Et lorsque Joseph Fama lui demande s'il peut assurer des prêts, le casino complet est vendu pour 55 000, à peu près 55 200 francs suisses de l'époque. Alors il lui manque 36 400 francs d'argent d'hypothèque. Et c'est Adolphe Ossan qui assure le document. On remarque ici, mais on remarque aussi à la fin que exactement 2 ans et 1 semaine plus tard, Fama a l'argent pour rembourser et payer le casino de Saxon. Donc pendant 2 ans, Adolphe Ossan et Joseph Fama sont copropriétaires de Saxon, du casino de Saxon. Et puis après 2 ans, Adolphe Ossan est déjà remboursé. Ça explique mieux pour les anciens ou les gens de Saillon qui ont toujours entendu dire, lorsque le casino devait être fermé, on va voir ça tout à l'heure, que Joseph Fama s'était présenté devant le Conseil d'État valaisan et il avait dit, si vous nous laissez ouvert le casino de Saxon, je m'engage à payer la totalité des impôts en suspens dans le canton du Valais. Alors, et puis, par remerciement, Joseph Fama va donner le nom à son 2e fils, Adolphe, pour remercier et par amitié avec Adolphe Ossan, qui lui a prêté l'argent pour acheter les casinos de Saxon. Alors Adolphe Fama, c'est le 2e fils, il est né effectivement en 1853. Il a fondé la sucrerie de Monté, la sucrerie Helvetia, qui a fait faillite 3 ou 4 ans plus tard, et qui, après, est devenu membre de la commission des forts de Saint-Maurice, ensuite commandant des forts de Saint-Maurice, et un des plus hauts gradés de l'armée suisse durant la guerre 14-18. Voilà pour situer le démarrage. Et puis ici, on a une image un peu plus réelle, à mon avis, du casino de Saxon. C'est au moment de la gloire, apogée et d'échéance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
eh bien, la Suisse est tout à coup frappée d'une envie de pureté, hein, vraiment d'avoir l'esprit net, je dirais le puritanisme, hein, et puis elle décide, par une procédure au Champ fédéral, de fermer tous les casinos de Suisse. La procédure sera quand même laborieuse, ça n'ira pas tout de suite, et c'est le cas. On voit ici à Saxon la ferme, pardon, la ferme, la Villa des Famas, on a la maison de l'ancien docteur Pasquier à l'époque, qui était la maison des croupiers. Ensuite, on a le casino qui a été bâti par la suite, l'hôtel des bains, où des tas de gens ont habité là, notamment des Sayonnins. Hein. Ça, c'est important pour arriver à... Alors, cette exploitation touristique va durer 24 ans, où forcément, il y a de l'argent qui est amassé. Et la fermeture des casinos en Suisse date du 31 décembre 1877. Et puis, les responsables des affaires de Saxon, bien, ils se trouvent tous KO debout, ils ne savent plus comment faire, mais il y a toujours de l'argent à disposition et qu'ils peuvent employer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le cipolla de Saillon vient d'être découvert il y a 2 ans auparavant, et ils flairent la bonne affaire, et ils vont créer la Société des marbres antiques de Saillon, avec, on voit là le conseil d'administration, je ne sais pas si vous arrivez à lire quelques noms, enfin c'est pas important, mais on voit qu'il y a 2 Famas, il y a Joseph Hyacinthe Barman, premier consul plénipotentiaire de Suisse à Paris, qui est rien d'autre que le frère de Maurice Barman de Saillon, qui, 20 ans auparavant, est devenu le premier conseiller d'État radical du Valais, et qui venait de Saillon, qui habitait Saillon. Hein. En fait, Joseph Hyacinthe Barman est né à Saillon, il a vécu à Saint-Maurice, il a fait toute sa carrière à Saint-Maurice, et son frère, Maurice, c'est le contraire, il est né à Saint-Maurice, et sa maman venant de Saillon, il est venu habiter Saillon, il a fait toute sa carrière à Saillon. Mais on voit déjà, et là, il y a des tas d'agents d'affaires, il y a des constructeurs du chemin de fer qui se construit en direction de Brigue, et puis des personnages qu'on va retrouver. Mais on voit que cette société, fondée au capital de 500 000 francs suisses à l'époque, donc normalement, grosso modo, en tenant compte un peu de tous les paramètres, ça une somme qu'on doit multiplier par 10 aujourd'hui pour avoir un ordre de grandeur. Hein. Alors, ils construisent cette société et il y a l'argent. Alors, on va aller très vite. C'est intéressant aussi de savoir d'où venaient les capitaux. Les capitaux passaient par la Banque Fama à Saxon, mais la source principale, c'était les riches familles et l'industrie de Bâle. Le seul endroit où j'ai trouvé, en tout cas à Saillon, j'en ai pas trouvé des actions concernant ces carrières de marbre. Par contre, il y en avait 10 dans le fond de la famille Burkhardt de Bâle, c'est-à-dire la famille des mécènes, des grands mécènes de Bâle. La différence des Burkhardt à Bâle, c'est que s'il y a un DT derrière, c'est les mécènes, et ceux qui a seulement un D, c'est des gens de la société normale. Hein. C'est un petit truc que j'ai eu à apprendre au cours de mes recherches. Hein. Immédiatement, on fait à la maison René Foussely à Berne un endroit, le premier endroit où on faisait de la typographie en couleur. On réalise des documents en couleur, en français, en allemand et en anglais. Et c'est des catalogues qui devaient coûter un sacré saladier, un sacré prix à l'époque. Et puis, on décide rapidement, maintenant, si on veut exploiter une carrière de Saillon, on va créer un funiculaire. Il faut transporter les blocs, sinon on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, pour construire ce funiculaire, on nomme, comme par hasard, Otto Hosson, qui est le beau-fils d'un des actionnaires principaux, comme directeur technique des carrières de Saillon. Dans mes récentes recherches, j'ai vu que, contrairement à la date qui disait qu'il était resté à Saillon, il avait déjà commencé le travail bien longtemps avant la date. Mais simplement, et lui, il va s'associer, il n'y avait pas de mise en soumission comme maintenant, il va s'associer en prenant Théodore Bell, plus grand constructeur suisse de chemins de fer, comme on les appelait à l'époque des chemins de fer par câble,
c'est celui qui inventera les téléphériques, c'est celui qui inventera les ski lifts, tout ce qui est remonté par câble. Dernièrement, son usine, basée près de Sarnen, dans le canton de Schwyz, sauf erreur, a été vendue à un conglomérat autrichien qui est maintenant toujours en action. Ensuite, on a Benjamin Roy, qui n'est rien d'autre que le père des ateliers mécaniques de Vevey. Ensuite, on a les frères Sulzer Winterthur, qui fabriquent les machines à vapeur, notamment pour faire tourner toutes les installations de la marbrille. Ceux-là, ils sont encore connus, puis ils existent encore maintenant. Jean-Georges Lemel, fils, lui, il est à Monté, et il a construit la première usine électrique de la Vièze à Monté. Et puis, il fabrique aussi des machines, notamment les wagons. Et après, on a Saussin et Vic, qui est une grande société de mécanique de Schaffhouse, et puis Oxlin, c'est des fabriques de câbles, une usine pour fabriquer des câbles à Bâle. Donc, vous voyez tout de suite l'armada qui se... Et puis, on peut dire, en bon français, aucun dans ces gens-là n'est un manche dans ce style-là. Parce que l'école polytechnique fédérale de Zurich commence à fabriquer des ingénieurs. Mais Otto Hausen vient de Berlin, parce que son père est en Berlin à la base, il a été faire ses études jusqu'à l'âge de 22 ans à Berlin. Et il rentre de Berlin au moment où le chemin de fer du Valais est en complète construction, jusqu'à Brique, Paris-Cap. Et là, ils vont trouver de quoi se donner à fond. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent immédiatement le premier téléphérique à contrepoids, le deuxième, pardon, téléphérique à contrepoids du monde, qui va de la Sarva aux galeries de Saillon, et qui part d'à peu près 560 mètres d'altitude à 1000 mètres d'altitude, avec une pente au sommet qui arrive à 80%. Donc, au point de vue technique, quelque chose d'assez pointu. Mais ils vont être confrontés à des tas de choses qu'ils ne connaissaient pas. Alors, Hausen va rapidement, on voit ici la plaine, la région de la Sarre, ici. On a le quartier de la Sarre avec un dépôt qu'on voit, où c'est qu'il y a des dépôts de blocs déjà. Les installations, les ouvriers qui descendent. Et puis, j'ai bien montré ce que Hausen a réglé comme point technique, c'est-à-dire la façon de fixer les poulies, et puis surtout la poulie de guidage qui doit maintenir le câble, parce que vous allez voir tout à l'heure, c'est que le funiculaire à contrepoids, il n'a qu'une voie. Mais à une certaine altitude, les deux wagons doivent se croiser. Alors c'est compliqué parce que toute première installation qui a été faite entre le lac Léman et entre Ouchy et la gare de Lausanne, le premier, pas celui qui est en vigueur actuellement, eh bien, ils se sont aperçus qu'il y avait des complications parce qu'un accompagnateur doit descendre du chariot avant que le wagon prenne la bonne voie pour se croiser. C'est-à-dire, il doit manier des aiguillages. Et lui va mettre au point un système avec des poulies qui guident le câble et où les deux wagons, quand ils se croisent, vont toujours partir à droite. Et en partant à droite, la distance étant toujours la même, ils se croisent toujours au bon endroit, mais il a réglé cette affaire simplement. Alors, maintenant, ça semble enfantin, mais ça, c'est vraiment l'arrêt des carrières de Mao Zedong, c'est pas une photo qui est tombée nulle part, c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Et puis, c'est comme ça qu'ils vont résoudre, on peut dire, ce problème. Et puis, techniquement, on crée un plan incliné. Qu'est-ce que c'est un plan incliné? Tous ces travaux de mise en place ont duré entre 6 et 7 mois. Les corps ont été pris sur place, alors on fait un plan incliné, c'est un mur qui va de bas en haut en supprimant le maximum de changements de dénivelé. Comme ça, on n'use pas les câbles qui traînent par terre, mais on va être confronté à un problème qu'on n'a jamais connu, puisque toutes les installations de trains de l'époque, aucun train à l'époque ne peut franchir une pente qui est supérieure à 1,5 ou 2%. C'est pour ça qu'en Valais, par exemple, la gare de Monté, ils ont dû passer plus bas que la gare, c'est-à-dire au milieu de n'importe où. Martigny, c'était au milieu de n'importe où. Saxon, Charras, c'était au milieu. Il fallait en même temps essayer de se démarquer des marécages, mais en fait, on ne pouvait pas avoir une pente qui était supérieure.
Alors, ils ne connaissent pas le problème, et qu'est-ce qu'ils auront ici? Ici, les rails qui sont installés vont être installés à partir du fond, et puis on va les monter, parce qu'il faut les empêcher de glisser vers le bas, parce que 1000 mètres d'altitude, des rails qui sont liés, ça pose des problèmes. Et ces rails seront fixés sur des blocs de bois qu'on voit en travers, tous les 1 mètre, il y en a un, et puis ces blocs sont retenus dans les cailloux, et puis parfois fixés avec des énormes clous forgés, ce qui fait que l'installation a pu fonctionner comme ça. Mais simplement dire, c'est des petites choses que Hossan a réglées. Alors, ils dépensent l'argent à fond à ce moment-là, ils construisent la marbrille. Ça, c'est la marbrille de Saillon actuellement, avec la maison des Bertuchaux, et ici derrière, l'entrepôt, c'est la maison des Combis à l'arrière. Mais ici, c'est la maison des Bertuchaux-Crétenin, ici. Mais tout ça, ça va vite. Alors, vous voyez, ce qu'on voit de la place des Marbriers, en fait, ici, on a la maison des Combis, ici, la maison des Crétenins, qui est la marbrille. Les ouvriers, il y en a 19 seulement sur cette place-là. Et puis derrière, on a le funiculaire qu'on utilise. Tout ça a été réglé par Hossan. Il profite, comme la garde Saxon, le train fonctionne déjà depuis 1860. Il y a 20 ans, la garde Saxon est trop petite. Hossan, qui a aussi des acquaintances du côté de Saxon, va racheter la première garde Saxon pour faire la maison des directeurs, dans le quartier d'Assarba, et c'est la maison de Maria Reduit actuellement. Elle est toujours là, elle a toujours cette forme, mais elle a été quand même un peu modifiée. Donc c'est la maison des directeurs, sur laquelle d'ailleurs on trouve une chronique d'un directeur de 1906, un Belge, qui explique comment est-ce qu'il cultivait les jardins là, à l'extérieur. Alors on n'arrête plus, on a l'argent, on tape dans le tas, on projette une voie de chemin de fer depuis Saxon directement à la Marbrille, à Sarbat. Malheureusement, ça ne se fera pas, parce que le problème de la traversée des marécages, la plaine du Rhône, ne sera pas résolu, et on transportera toujours les blocs avec des chevaux jusqu'à Saxon. Ensuite, aussi, quelque chose d'intéressant, on finit de bâtir les bâtiments sur la carrière. Ça, c'est en voie la carrière, il semble que ce soit au mois de novembre, il y a 30 à 40 cm de neige, et qu'est-ce qu'on voit? On voit les ouvriers, probablement le cantinier avec sa femme et ses gamins, qui vivent là-haut à la carrière marbre. Contrairement à ce que nous, on pensait des premiers éléments qu'on avait eus, où on pensait que la carrière était saisonnière. Mais après, ils ont eu parfois des nombres de commandes où ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas sortir les marbres quand ils pouvaient les extraire, quand il y avait des commandes. Donc, il y a bien des gens qui ont vécu là-haut. Malheureusement, de ces bâtiments, il reste tous les fondements qu'on a mis en malheur. Et puis, alors ils sont en plein boom, et tout à coup, au mois d'août 1881, le plafond des galeries, d'une des galeries, s'écroule. Heureusement, il n'y a pas d'ouvriers, c'est de nuit, et la carrière doit s'arrêter, on doit remettre en question la méthode de travail, mais surtout, on va, en quelque sorte, vider Otto Hossan de la direction, sans même l'interroger, sans même lui lui demander des explications. Qu'est-ce qui s'est produit dans la galerie? Donc on s'empresse. D'ailleurs, dans les écrits, on a quand même la sensation que j'avais, je dirais, la sensation qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Heureusement, par la suite, vous en parlerez, lorsque les descendants de Otto Hossan ont publié le livre généalogique de sa famille. Là, j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Et voilà, enfin, le personnage. Pourquoi c'est un personnage qui m'avait tenu à cœur? C'est parce que j'ai dû publier le premier livre sur les carrières de marbre de Saillon sans photo. Jamais, durant mes recherches, j'ai trouvé la photo de ce monsieur, Otto Hossan. Et maintenant, on a enfin retrouvé. Je crois qu'il méritait d'être mis à l'honneur, parce que pour moi, c'était aussi, je m'étais figuré la personne
technique, parfois peut-être carré, décision, allant d'avant. Et puis, je ne suis pas déçu, je ne sais pas s'il avait ce caractère-là. Mais on voit toutes les choses qu'il a menées, et tout ce qu'on ne savait pas encore, que c'était quelqu'un de hors norme. Ça c'est ça qui est important. Après, c'est clair que les têtes qui dépassent, je pense que on les aimait sûrement pas plus à cette époque que maintenant. Hein. Voilà. Et puis, ça, c'est son livre de bord, je dirais, où il a raconté sa vie. Et là, il raconte qu'est-ce qu'il a eu avec les carrières de Saillon. Et c'est là que j'ai compris. Parce que ça a été le premier, étant donné qu'il connaissait pas mal la pierre, qui a émis des réserves sur les qualités du marbre de Saillon. Et ça, le conseil d'administration n'a pas été content du tout. Au lieu de comprendre pourquoi c'était ça, ils se sont dit, on va se débarrasser de Otto Haussant. Mais Otto Haussant a toujours écrit sur le plan technique dans les revues d'ingénieurs, et il s'est fait vraiment une réputation sur ce funiculaire incroyable qu'il a construit. Alors, le fait, on peut dire qu'ils avaient l'intention de se débarrasser, mais au lieu de se débarrasser proprement, Otto Haussant va déposer recours et il demande un arbitrage. Il y a un tribunal qui se met en place pour savoir qu'est-ce qu'il a fauté. Alors on lui répète, on lui vraiment charge tout. Hein. Il a mal analysé la roche, on lui reproche même le sable de la Sarthe qui passe dans les roues, dans les turbines, toutes sortes de choses. Et Otto Haussant, en arbitrage, répond techniquement à toutes ces questions. Et puis à la fin, il est acquitté, une petite réserve sur vraiment un détail. Il est acquitté, mais non seulement il est acquitté, et ça c'est intéressant parce que les deux personnes qui s'occupent du tribunal, c'est l'avocat Hippolyte Pignat, grand radical de Vouvry, le secrétaire, c'est Desfeil et Camille de Létron, et puis il y a un juge de Morel qui vient de Lausanne. Et ces personnes donnent quasiment entièrement raison à Otto Haussant. Non seulement il lui donne raison, mais il lui attribue 11 000 francs de dédommagement à l'époque. Alors vous multipliez ça par 10, le montant pour partir, donc ça veut dire qu'il n'avait pas fait grand-chose de faute. Alors, avant de reprendre le parcours, on va voir maintenant qu'est-ce que Otto Haussant a fait comme parcours ici en Valais dès qu'il est arrivé vers 1870. Eh bien, à l'époque, les gens qui n'ont pas de papier ou qui sont rentrés à un moment donné où les papiers n'étaient pas exigés, doivent trouver une identité. C'est la période des hématos en Valais. Et il y a des grands personnages du Valais actuel qui marquent encore le Valais et qui ont acquis une nationalité suisse en passant précisément qu'à part quelques petits villages, mais on sait pourquoi. C'est simplement qu'à l'époque, il fallait être bourgeois pour devenir suisse, et on devenait bourgeois plus facilement dans les bourgeoisies un peu plus pauvres que dans les grandes bourgeoisies de Sierre, Sion, Zermatt. Hein. Et c'est comme ça qu'il arrive à Maz, et puis là, il y a une série de témoins qui sont cités pour assister à l'agrégation à Maz, et qui lui confère le statut de bourgeois pour lui et ses enfants, les rendant égales aux autres bourgeois, moyennant la somme de 250 francs suisses à l'époque. Et il doit offrir une marinde, ceux qui ne connaissent pas le patois, c'est en fait un repas, une collation de l'après-midi, consistant à 4 stiers, 4 stiers de vin, un stier 41 litres de vin, sur la généralité des bourgeois, et 1 litre de pain et 1 livre de fromage par bourgeois. Il va s'acquitter de ça rapidement, et plus tard,
Alors on dit, pourquoi pas prendre l'identité de son père, vu que son père, Adolphe, est devenu bourgeois de Sierre. Je pense qu'à l'époque, Otto avait sûrement moins d'argent que son père, hein, qui avait quand même réussi là. Et puis, là on voit le document. Alors, voilà pourquoi Maz, ben, vous avez l'explication, mais c'est une explication qu'on peut retrouver pour pas mal de villages du Valais, notamment les Érables, mais ou Salvan, qui ont, comme bourgeois, des grands noms du Valais actuel. Hein. Et puis là, on a son état civil à Maz. L'officier d'état civil a enregistré quand il a mis à jour. Alors Maz, c'est assez bizarre, parce que Maz, c'est quoi? C'est un village qui a... Le village n'a pas disparu, mais l'entité a disparu, puisque Maz, maintenant, est fondé dans la commune du Mont-Noble, hein, du Mont-Noble, et on pourrait presque dire que c'est un quartier de la région. Et puis, après, on a le formulaire que Otto San a rempli à Sierre, avec son personnel. Il habite Sierre, il est directeur des carrières de Saillon, il a une épouse, 3 enfants et une bonne d'enfants. Alors, dans le contrat d'engagement aux carrières de Saillon, on l'oblige à habiter Saxon, puisque les bureaux sont à Saxon. Et puis, la même année où il est nommé à Saillon, il perd en automne un fils, et 3 mois plus tard, il perd sa première épouse. Donc, il avait des bonnes raisons d'être obligé de s'organiser, et pour ne pas venir à Saillon. Et à Saillon, il est engagé pour 200 francs par mois comme ingénieur technique en chef des carrières MAP Saillon. Alors, c'est d'autant plus incroyable de penser qu'ils l'ont shooté directement, c'est que 2 mois avant que l'accident survienne, on lui a triplé son salaire et il passe à 600 francs par mois. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas grand-chose à lui reprocher. À Sierre, alors, Otto San marie une fille Béguerre et il est beau-frère à Bourg qui construit les voies de chemin de fer en direction de Brigue. Alors c'est des familles extrêmement riches. Dans ces familles-là, il y a une dizaine d'hôtels. Béguerre, c'est le premier brasseur de Sion, probablement celui qui a fondé la brasserie valaisanne. Ensuite, il a 3 ou 4 hôtels à Sion, plusieurs à Sierre et à Loèche-les-Bains. Donc des grandes fortunes. Et sa première femme était une Béguerre. Et son beau-frère, Bourg, c'est le fils du constructeur du chemin de fer. Et puis, ça arrive que, des fois, comme dans toutes les bonnes familles, il y a des tiraillements, et puis qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais toujours est-il que Otto reste quelque temps à Sion. Et cette liaison avec les Bourg et les Béguerre nous a permis de retrouver la trace de cette extraordinaire cheminée en marbre cipollette de Saillon, qui est dans la salle du conseil municipal de Sierre actuellement, ancien hôtel Bellevue, tenu précisément par Béguerre, qui était là. Donc ça, c'est le lien qui fait que cette cheminée a été construite avec le marbre de Saillon. Et puis, Otto continue de collaborer avec son père durant une période, surtout à l'extraction de, je ne m'en souviens plus, du produit. Il y a, le mot m'échappe, ils ont construit une usine à la périphérie de Sierre pour extraire le cobalt. Et puis là, plusieurs années, il va quand même rester autour de cette usine pour donner un coup de main à son père. Mais il va se mettre à travailler pour la ligne d'Italie. Alors, il est conducteur de travaux sur ce Il a Johann Karl Bohr, ingénieur, père de son beau-frère. Hein, et puis, il va tirer les plans et construire le chemin de fer entre Sion et Loèche, la partie qui est littéralement dans le rocher. Et puis, là, il commence à se déplacer Ensuite, en 1870, il est en Thiers et Brigue. Avant, il tire des plans de la ligne d'Italie. Alors, ce qui est compliqué, c'est que entre l'arrivée du chemin de fer à Sion, 1860, et puis les années jusqu'à 70-72,
il y aura 3 ou 4 sociétés de chemin de fer. Il y aura la ligne du Simplon, il y aura le Jura-Simplon, il y aura la ligne de la Suisse occidentale, et tout ça finira en 1902 par la Confédération qui reprend les chemins de fer fédéraux. Alors ça, c'est pas toujours facile à comprendre comment ça se passe. Ensuite, Otto Heusen part en 1872 à Bellegarde, et comme il a une réputation de constructeur de chemin de fer, il va là-bas dans la Société Générale des Phosphates, et il est chargé de construire la voie de chemin de fer qui va de Bellegarde pour rejoindre la ligne Paris-Lyon-Marseille. Il revient encore une fois en Valais, dans la région de Tourtemagne, pour travailler. Ça, c'est la concession de son père. 1874, il est nommé directeur des carrières de Pyrite de Ferret. Ben là, c'est une carrière qui ne va pas très bien marcher. Ça va un peu foirer après une année et demie. C'est un financier de Bâle qui l'engage pour faire le travail à cet endroit. Et puis ensuite, il passe à la compagnie des chemins de fer de Suisse occidentale, qui est une compagnie qui est venue après. Et puis on en arrive maintenant à 1881. Ben 1881, c'est juste après qu'il ait dû quitter Saillon. Alors avec ses 11 000 francs, il va partir à Ilarsa. Et à Ilarsa, il construit avec des capitaux français une fabrique de dynamite. Et après une année ou 2 ans, cette fabrique part en faillite et Otto Heusen quitte les lieux. Alors, voilà, c'est intéressant. En 1882, il est affecté à l'étude du Simplon. Or, le Simplon, le premier tunnel s'ouvre en 1906, et puis le deuxième en 1913. Donc, il est déjà sur les projets du Simplon. Ça, c'est aussi important de voir. C'est probablement quelqu'un, d'après on voit ces passages, qui avait toujours un cran d'avance, et il était toujours à la réflexion. Et en plus, il a toujours trouvé des sociétés, soit suisses, soit européennes, qui l'ont suivi dans ses raisonnements. En 1884, il part à Genève pour établir un projet de chemin de fer. C'est la ligne qui va de la région des Volandes à Cornavin. C'est-à-dire, c'est une partie du contournement de Genève, de Séva qu'on parle actuellement. Eh bien, c'est sur ce tracé-là qu'on est en train de travailler. Alors, lui, il travaille sur le projet de contournement de Genève et il réalise ce projet. En 1885, on l'appelle à Lavey-les-Bains. Le canton de Vaud, qui est propriétaire des lieux, veut forer un puits pour aller capter l'eau chaude de Lavey-les-Bains. C'est lui qui mène les travaux, c'est lui qui dessine ses plans, et c'est lui qui publie les travaux dans le journal des ingénieurs. En même temps, il tire l'eau potable de Morques à Lavey, et il fera de Lavey-les-Bains la grande station qu'elle est toujours actuellement, et à un moment donné, il y a un hôpital qui s'est construit, et à Lavey-les-Bains, il y avait un hôpital qui traitait précisément ces maladies. Et c'est lui qui a foré les bains. En 1885, juste après, il construit la route. Alors c'est la route Les Planches-Caux, parce que Les Planches, c'était la commune de base. À la sortie, il y a toujours le quartier des Planches à Montreux, mais avant c'était une commune. Il construit la route Les Planches-Caux. Et puis en même temps, il construit une énorme maison qui est la maison Reichenbach à Montreux, que des gens connaissent éventuellement. Et puis en 1885, il reçoit une lettre de la ville de la Chaux-de-Fonds qui lui annonce son engagement pour 500 francs par mois pour tirer l'eau potable à la ville de la Chaux-de-Fonds. Alors il va retrouver là-bas 2 ingénieurs, un français, Ritter, et puis Petit Mermet, qui sont des gens qu'il va les retrouver plus tard. Et qu'est-ce qui se passe à la Chaux-de-Fonds, ce chantier d'adduction de l'eau potable? Le problème, c'est que la Chaux-de-Fonds se trouve à 1100 et quelques mètres, et puis qu'ils doivent aller chercher l'eau potable dans la Reuse,
à peu près 600 mètres plus bas. Et Otto-Hosson va résoudre le problème de la montée des eaux par vase communicant. Et c'est lui qui va résoudre ce problème. Je ne veux pas entrer dans les... Simplement pour comprendre, techniquement, c'était des gens de haut niveau. Et Hosson s'établira à Noiregue. Elle sera affectée principalement à la captation des sources des champs des moulins dans le Val de Travers. Et puis, le jour de la fin des travaux, parce qu'ils ont réussi à amener l'eau sans moteur, pratiquement par vase communicant, en haut sur le plateau de la Chaux-de-Fonds, et puis à la fin, les ouvriers, pas un ouvrier que je sache n'a reçu la moindre médaille. Par contre, les ingénieurs, ils ont tous reçu une médaille, donc tous ceux qui représentent la fontaine monumentale de la Chaux-de-Fonds, avec, on voit le nom de Otto-Hosson ici, et puis de Petit Mermet, je crois que c'est ici, Petit Mermet là, et puis on a en haut un autre ingénieur, Hans Matisse. Mais l'ingénieur en chef, c'est Guillaume Ritter. Alors, simplement, lui, il va recevoir une médaille spéciale de la part des ménagères de la Chaux-de-Fonds, parce qu'enfin, elles peuvent faire la vaisselle dans les bassins, etc. Mais, pour bien vous situer à quel niveau technique on travaille, l'ingénieur en chef, Guillaume Ritter, pour ce travail, reçoit la nationalité suisse de la ville de la Chaux-de-Fonds. Et il va, pendant 25 ans de sa vie, essayer de résoudre le problème d'alimenter en eau potable les villes de Paris et Le Havre en eau du lac de Neuchâtel. 17 km de tunnels sous le Jura. Et malheureusement, ça ne va pas se faire, probablement pour des questions de prix, ou alors ils ont trouvé de l'eau un peu plus sûre, un peu plus proche, je ne sais rien. Et puis vous avez ici la fontaine monumentale de la Chaux-de-Fonds, qui est toujours maintenant au bout de l'avenue Léopold Robert, qui atteste de ce que je vous ai dit ici. Et puis, comme par hasard, là, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit les plans. Ces Hosson sont signés de Otto-Hosson, les plans des stations de pompage, les combinaisons des pompes de la Chaux-de-Fonds, qui ont été publiées justement dans le journal des ingénieurs. Et puis ensuite, eh bien, il part dans la direction de l'Himalaya Calcutta, parce que là-bas, l'industrie du thé avait pris un essor immense, ils ne pouvaient plus transporter le thé avec des charrettes, et ils décident d'abandonner le réseau routier, ils n'arrivaient plus à faire face, alors ils sont une compagnie privée construisant ces lignes de chemin de fer l'engage. Et puis au dernier moment, avant de partir là-bas, ils changent d'avis et ils préfèrent aller en Turquie, à Kalamata. Arrivé en Turquie, il est proposé comme ingénieur en chef pour la construction dans le Péloponnèse des chemins de fer à voie étroite, Pirée, Larissa et Mili-Kalamata. Alors ce que je veux vous dire maintenant, c'est que la plupart de ces endroits, c'est difficile. On sait où c'est maintenant, mais c'est des lieux qui ont changé de pays, ou des pays qui ont changé de nom, ou des frontières qui ne sont plus au même endroit qu'à l'époque. Hein. Donc c'est surtout que c'était une zone vraiment tourmentée. Hein. Alors là, c'est une société belge qui construit, et il a un tracé de 180 km. Rapidement, il y a des imbrications douteuses de type ou style mafia, je ne sais pas si ça s'appelait déjà mafia, et lui, il préfère quitter les lieux avant que ça tourne là. Alors, il passe au chemin de fer ottoman, hein, d'Anatolie, la Turquie d'aujourd'hui, et Otto-Hosson tombe gravement malade de fièvre régnant dans ce pays. Tous les médecins le croient perdu, il rentre en Suisse pour se reposer, et se remettra assez rapidement. Il rejoint son poste et devient ingénieur en chef du secteur entre Koutaya et Konya, et mène l'étude de 380 km de lignes de chemin de fer. En Anatolie, en Turquie, il construit Eskişehir-Konya, la route, et puis là il travaille pour l'Empire ottoman. Il couvre en moins de 3 ans 446 km de voies ferroviaires. Il va demeurer 4 ans, 1892-96 en Turquie, et participe à la construction de plus de 600 km de voies ferrées. Et là, il est décoré de l'ordre
du Medjidié, hein, qui est d'Empire ottoman, officiellement. Il gagne 30 000 francs par année comme ingénieur. En 1897, il est promu commandeur et grand officier et reçoit une gratification, tenez-vous bien, de 100 000 francs, avec un supplément de 20 000 francs. Donc on est déjà dans le million hein, à l'époque. Hein. Donc ça veut dire qu'il avait une réputation au niveau des chemins de fer, les gens s'intéressaient énormément à lui. Et puis tout à coup, en 1895, la presse annonce l'assassinat d'Otto Hosson et de son frère Louis en Asie mineure. Les fake news n'existaient pas, mais c'était déjà une fausse nouvelle. Les journaux ont dû se rétracter, parce qu'en fait, il était toujours vivant. Alors il part en Bulgarie. Il devait être nommé ingénieur en chef pour étudier 2000 km de nouvelles lignes dans ce pays. Le trajet sus-indiqué de 195 km ne sera pas réalisé pour des raisons de difficultés internes, style manifestation. Et ensuite, ici, en Sofia, Bulgarie, et là, il va créer la ligne de chemin de fer dans la vallée du Timok. C'est normalement la Bulgarie. À l'époque, ce n'était pas tout à fait la Bulgarie, mais maintenant c'est en Bulgarie, à cheval avec la Turquie. Il reçoit une nouvelle gratification de 20 000 francs de la part de la compagnie. Il quitte Sofia pour Berne en 1898. Alors, il quitte Sofia pour le projet de la ligne Neuchâtel-Berne. Un grave problème familial perturbe son activité et il se jette à corps perdu dans des projets en Suisse, Europe et Asie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il revient en Suisse, 1898, et il établit ce rapport, seulement en 30 exemplaires, qui est pour créer un chemin de fer central caucasien pour conduire par le col du Mag les visiteurs qui veulent relier la Russie d'Europe avec la Transcaucasie. Et il sera en Belgique, au siège de la compagnie, pour discuter de ce projet qui n'aboutira pas. Je pense qu'il était vraiment, à cette époque, en avance sur les possibilités. Et puis, ici en Suisse, donc, il va se baser sur le percement de la faucille. Alors, il faut bien imaginer qu'en Suisse romande, il y a une guerre ouverte par rapport à l'Orient Express qui arrive de Paris et dont on ne sait pas où il va passer. Genève va s'emparer de l'affaire. Hosson va choisir un des deux camps. Malheureusement, là, il s'est trompé. Il a pris le camp des Genevois. Il dépose ses plans avec un chemin de fer qui arrive de Paris à Lons-le-Saunier, ensuite vient vers la chaîne du Jura, passe sous la faucille et arrive à Genève. Malheureusement, ce projet, il porte nu et le chemin de fer rentrera en Suisse en passant par Frasne, Valorbe, Lausanne, comme actuellement. Mais pour dire que là, c'était un choix. Ensuite, il retourne encore à Genève, et là, à Genève, durant l'année 89, il établit les projets, les profils en long pour le percement de la faucille, parce qu'il a toujours ça dans la tête, il a trouvé une solution pour modifier, et il construit et participe à la ligne Cornavin, Eaux-Vives et Lons-le-Saunier. Donc, de nouveau, il est dans toutes les grandes aventures, et quand on regarde ça dans son ensemble, on voit que le train est arrivé ici, à Cornavin. Ensuite, il fait ce contournement là, autour de Genève, donc les volants c'est en haut ici, et on voit que c'est rien d'autre que le contournement de Genève actuelle. Je crois qu'une partie du tracé de la CEVA occupe précisément les terrains qui étaient disponibles dans cet endroit-là. Donc ça, c'est intéressant à voir. Hein. Ensuite, en 1899, on met à l'enquête publique, ou à l'adjudication, la levée topographique pour le premier tunnel du Lötschberg. Et lui, il s'intéresse à ça, il veut participer à la construction. Le tunnel sera ouvert qu'en 1913, mais sa situation familiale l'oblige à renoncer à ce travail. Ensuite, il part, là on va construire une des plus grandes lignes de chemin de fer, c'est une compagnie belge, de Pékin à Hanko.
Alors là, il faut faire attention aussi comment c'est écrit. Les noms sont exacts, mais c'est les noms, la rédaction de l'époque. Actuellement, si on doit retrouver le même nom, si on a bien documenté, on peut trouver la ligne. Et il embarque pour la Chine pour construire le Péan comme chef de service des travaux. Il est ingénieur chargé par la Société d'études des chemins de fer en Chine, compagnie franco-belge avec son siège à Bruxelles. Alors il réside à Pao Ting Fu, et on voit que ces chemins de fer ont construit des locomotives à vapeur, en donnant le nom précisément de Péan, qui est le nom de cette ligne. Hein. Seulement, là, c'est un peu tumultueux, parce qu'en Chine, il y a une révolte des boxers qui s'installe. Les boxers, c'est une sorte de secte qui s'oppose aux étrangers, à la technique, au modernisme, et aussi à la féodalité qui est encore en cours en Chine. Hein. Et on leur a dit, en Europe, on dit boxeur, mais là-bas, c'était connu sous le nom de boxer, parce qu'ils se signalaient toujours dans les manifestations par point levé. Hein. Par un point levé, et puis qui s'attaquaient aux Suisses, pas aux Suisses, aux Européens et plusieurs pays d'Europe qui construisaient le chemin de fer pour moderniser la Chine. Alors, malheureusement, le 31 mai 1900, à une centaine de kilomètres de Pao Ting Fu, malgré 300 hommes armés payés par la compagnie pour les protéger, simultanément, 2 ingénieurs italiens et Otto Hosson subissent le même sort. Et ils sont assassinés. L'indemnisation pour la famille d'Otto Hosson se fera d'un peu plus que 517 000 francs versés par la Chine pour l'indemnisation. Donc, à 55 ans, il termine sa vie en Chine. Et puis, que lui donne le valet? Le valet, il faut fouiller pour trouver des traces. Bon, quand il décède, il y a des articles dans les journaux. Mais, pour moi, Louis Courtion, dans Le Peuple du Valais, en 1903, il cite cet ingénieur Otto Hosson, qui est venu de Maz, dans le Valais, et il dit à cette poignée d'ingénieurs originaires du Valais, et presque tous célèbres, ou en voie de devenir, il convient d'ajouter le nom d'Otto Hosson, qui dut s'expatrier en un temps où son pays n'usait pas de techniciens et qui devait être l'une des premières victimes européennes de l'insurrection chinoise des boxers. Voilà l'histoire de Otto Hosson,